Joueurs et joueuses, bonjour. Aujourd'hui, je suis très content parce qu'on va parler d'un Trace. Encore un Trace? Hé, c'est moi qui dis ça. Ah bon? Ah, c'est pas vrai, encore un Trails. Encore un Trails. Encore un Trails. Encore un Trails. Encore un Trace, mais c'est un spin-off. Ah, bah ça va alors. Bon bah, vas-y, je t'en prie. Encore un Trails. Mon travail ici est terminé. Mais tu n'as rien fait? On vient à peine de commencer la vidéo et je suis déjà fatigué. Donc, je disais, je suis très content. Déjà parce que je vous parle d'un Trace, et ça c'est toujours bon à prendre, mais aussi et surtout parce qu'on est quelque part à la fin d'un cycle. La boucle a été bouclée. Mettons de côté la sortie originale de Trace in the Sky sur PC en 2004, il est arrivé en Occident sur PlayStation Portable en 2011. Je l'avais acheté en 2015 pour une poignée d'euros en plus à l'époque, mais ça n'est qu'en 2020 que je me suis enfin lancé dans l'aventure. En émulation parce que c'est plus facile pour capturer, ce qui fait que mon Trace in the Sky d'époque est toujours sous blister. Et là ça a été LA révélation et après tout s'est enchaîné. Trace in the Sky SC, Trace in the Sky The Third, Trace from Zero en 2022, Trace to Azure, Trace of Cold Steel 1, 2, 3 et 4, Trace into Reverie, The Legend of Nayuta Boundless Trace en 2023, Trace Through Daybreak en 2024, Trace Through Daybreak 2 en 2025, et là nous sommes toujours en 2025, la série n'est pas encore terminée, nous attendons Trace Beyond the Horizon pour 2026, et ça n'est toujours pas le dernier épisode, mais Falcom a décidé, pour les 20 ans de la série, de nous sortir un remake du premier opus, celui par quoi tout a commencé. Celui qui m'a fait tomber dans la drogue. Ah, je me disais bien que t'avais une sale gueule depuis quelque temps, franchement faut que t'arrêtes hein. Non mais quand je parle de drogue, c'est une image pour parler de la série. Ah. Donc, aujourd'hui, retour à la base. Si j'étais un sombre connard, je pourrais reprendre ma critique de la version PlayStation Portable, je changerais 2-3 trucs, j'appellerais ça remake moi aussi, et vous n'y verriez que du feu. Mais je ne suis pas comme ça, donc je vais vous faire une véritable critique de Trace in the Sky First Chapter, et je vous dis tout après le générique. Étant donné que j'ai déjà fait une vidéo de retour sur la démo et une vidéo premières impressions sur Trace in the Sky First Chapter, il y a des choses que je vais survoler dans cette vidéo. Spécifiquement la présentation et le gameplay. Disons que pour le gameplay, je vais plus partir sur un comparatif entre la version originale et le remake. Les modifications, les ajouts de qualité de vie, tout ça. Je vais un peu plus me lâcher sur mon avis, je vais éviter de spoiler au maximum, je vais éviter d'en dire plus que ce que l'on voit dans la démo, ou que ce que raconte le résumé officiel, et si vraiment je spoil sévère, je préviendrai avant. Au niveau des extraits, là aussi, rien ne spoil, mais vous verrez sans doute une partie des PNJ ou des personnages principaux. Concernant les personnages principaux, vous n'en verrez pas plus que sur les artworks ou dans les trailers officiels. Et encore une fois, si je rentre dans le détail, je préviendrai avant. Voilà, maintenant on s'est protégé, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Si vous aviez toujours voulu vous lancer dans la série des Trace sans jamais oser le faire, ce Trace in the Sky First Chapter est vraiment le meilleur moyen pour découvrir la série. Vous ne savez pas par où commencer? Trace in the Sky First Chapter. Vous voulez un titre disponible en français? Trace in the Sky First Chapter. La série des Trace est une série composée à l'heure actuelle de 13 épisodes qui se suivent, qui sont regroupés en arcs nommés communément en fonction du pays dans lesquels ils se déroulent, et qui racontent chacun une histoire, mais qui sont connectés les uns aux autres. En fait, les Trace, c'est pas compliqué, le meilleur ordre pour les faire, c'est l'ordre de sortie japonais. Le problème étant qu'en Occident, on n'a pas eu les jeux dans l'ordre de sortie japonais. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je l'ai mentionné vite fait pendant l'intro, je refais ça au propre.
La série est divisée entre la trilogie Liberl, puisque se déroulant à Liberl en 1202-1203 du calendrier local. Elle est suivie par la duologie Crossbell prenant place dans la cité-état du même nom en 1204. Vient ensuite la tétralogie d'Erebonia qui se déroule de 1204 à 1206. Si vous suivez bien, vous allez me dire que Crossbell et Erebonia se chevauchent, et vous avez raison. Dans ce cas-là, il convient de faire Crossbell avant Erebonia, parce que Erebonia spoil méchamment Crossbell, alors que ça n'est pas le cas dans l'autre sens. Ce qui est ballot, parce qu'on a eu Erebonia avant Crossbell en Occident, c'était une question d'argent, hein. Falcom est allé voir Exceed et leur a dit les Crossbell, on laisse tomber, la PlayStation Portable est en fin de vie, passez directement au Cold Steel sur PS3 plutôt. Ensuite nous avons Trace into Reverie qui conclut Crossbell et Erebonia qui se déroule en 1207 et qui prend place un peu dans les deux nations. Et enfin nous sommes actuellement dans l'arc de Calvard avec Trace Through Daybreak et Daybreak 2 qui prennent place en 1208 et 1209 et Trace Beyond the Horizon qui se déroule en 1209 et surtout qui arrive en Occident en janvier prochain. Encore un Trails? Mais ça ne s'arrête donc jamais? J'espère bien que non! En vrai, j'espère un petit peu quand même, parce que les derniers épisodes sont pas au niveau des premiers. Et parce qu'on sait que vous allez nous demander, voilà les réponses. Trace in the Sky First Chapter est en français, vous pouvez commencer par lui. Trace of Cold Steel 3 est en français, vous ne devez pas vous lancer dans cet épisode si vous n'avez pas fait les deux précédents. Tous les autres Trace sont en anglais. Si vous voulez les faire tous sur le même support, il faudra les faire sur PC, Steam ou GOG, c'est comme vous préférez. La suite du remake a été annoncée et le studio envisage de faire des remakes des 5 premiers opus, ce qui veut dire que, à terme, Liberl et Crossbell devraient être tous disponibles en français. Trace in the Sky, c'est le meilleur moyen de se lancer dans la série. Crossbell et Calvard peuvent être des solutions acceptables mais pas optimales, et à mon sens, les Cold Steel sont la moins bonne façon de se lancer dedans. Voilà. Donc, Trace in the Sky, de quoi ça cause? Vous allez jouer le rôle d'Estelle Bright, fille de Cassius Bright, un égide. Une égide. Oui, on me l'a fait remarquer, à raison, dans la dernière vidéo, que le terme égide est féminin. L'égide, c'est le bouclier d'Athéna, et on utilise le terme dans l'expression « être sous l'égide de quelqu'un », donc là aussi au féminin. Ceci étant, ici, ça désigne des hommes et des femmes, donc je vais utiliser le terme d'un égide pour les hommes et une égide pour les femmes. Et les égides, c'est une troupe de mercenaires qu'on retrouve à travers tout le continent de Zemuria. Ça n'est pas la police, ça n'est pas l'armée, c'est une troisième force plus proche du peuple qui va avoir plus ou moins de poids en fonction des pays dans lesquels on se trouve. Dans le cas de Trace in the Sky, les égides se retrouvent, entre guillemets, en concurrence avec l'armée, même si les deux n'ont pas le même champ d'action. On va retrouver l'armée dans certains lieux, notamment pour surveiller les passages de la population à certains points clés. Bien entendu, ils peuvent bouger si la sécurité nationale le demande. De leur côté, les égides sont placés en ville, directement au contact de la population. L'aventure commence d'ailleurs par un flashback avec une toute jeune Estelle qui attend le retour de son père. Celui-ci revient avec un jeune garçon emmitouflé dans un drap et il lui dit « J'ai ramené le repas de ce soir. Non !»« Ah, c'est pas vrai, j'ai encore écrasé quelqu'un. » Non !» Il lui dit « Voilà Joshua, à partir de maintenant c'est ton frère. Bon, vous n'êtes pas vraiment frère et sœur, vous n'êtes pas liés par le sang et ça aura sans doute des conséquences dans quelques années, mais on verra bien à ce moment-là, occupe-t'en. » Vraiment? Ouais, un truc du genre. Passage dans le temps, quelques années plus tard, les deux s'apprêtent à passer leur examen afin de devenir des égides, et c'est pour ça qu'ils vont retrouver chez... Wow. Excusez-moi un instant. Ah, bordel, c'est froid. Bordel, ça va mieux. Donc, Sherazade est, disais-je, une ancienne élève de Cassius qui va leur confier une mission afin de voir s'ils ont ce qu'il faut pour devenir des égides. J'ai dit une mission. Que dis-je une mission? Un défi. Une épreuve qu'ont dû braver génération après génération d'aventuriers. Elle est si ancienne que même les plus érudits hésitent à la dater, et si terrible qu'elle se murmure à peine à demi-mot. C'est un rite immuable, presque sacré, dont le prestige a été amplifié par des siècles de récits, d'exagérations, de fanfaronnades, et parfois, dit-on, de miracles. En un mot, le premier pas vers la légende, un passage crucial, une ascension vers la grandeur. Ils vont devoir aller dans les égouts. Oui, ils vont devoir aller dans les égouts. Le truc classique. Et bordel, qu'est-ce qu'ils sont dangereux les égouts de la ville. Surtout qu'on est là sur une petite ville de campagne avec quelques centaines d'habitants très certainement, et non pas une métropole tentaculaire. Alors, qu'est-ce qu'ils foutent là tous ces monstres ? Bref, je m'égare, Estelle leur fait tâter du bâton, Joshua de ses doubles lames, et à la fin de la journée, Sherazade leur donne un pitz chacun. Je crois que c'est une broche.
Oui, mais c'est moins drôle. Je ne suis pas là pour vous faire le scénario dans son intégralité, donc sans transition, Cassius va recevoir une lettre et il va devoir s'absenter pendant quelques jours, laissant seuls Estelle et Joshua qui vont devoir compléter leur formation et devenir de véritables Jedi, de véritables égides. Et pour ça, ils vont devoir traverser l'intégralité du pays, se rendre dans chacune des branches de la guilde pour obtenir l'approbation du responsable local, et quand ceci sera fait, ils seront promus égides seniors. Estelle et Joshua, Oui, qui vont devoir voyager seuls, oui, sans personne pour les chaperonner, oui, alors qu'ils ne sont pas vraiment frères et sœurs et qu'ils sont à un âge où les hormones commencent à sérieusement travailler. oui! Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Mais absolument rien du tout, rien de mal ne peut se passer. Il ne peut se passer que du bon. Doucement, doucement, qui c'est qui a mis ces images, hein? Ils ont 16 ans. Moi je parlais juste de sentiments, c'est pas un héros gay ici, hein? Bref, j'en étais où moi? Ah oui, l'aventure se déroule à la manière d'un Grandia, on est sur un road trip à travers tout le pays et les personnages qui vont nous accompagner au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire ne seront pas les mêmes en fonction des chapitres. Parallèlement à cela, en toile de fond, on a une intrigue plus importante qui va commencer à se tisser, avec des éléments qui vont s'imbriquer petit à petit les uns dans les autres. Et ça pourrait être un problème pour certains. Les opus de la série des Trace sont des jeux très longs, et souvent très lents, qui prennent leur temps durant la première moitié de l'aventure pour mettre en place tous les éléments, et qui s'accélèrent ensuite avec une montée en puissance avec la toute fin en guise d'apogée. Clairement, le jeu récompense l'investissement. Ici, Falcom nous a vendu un titre avec une durée de vie annoncée de 80 heures. Si vous n'avez pas 80 heures à mettre dans un RPG, je vous rassure, vous ne passerez pas autant de temps dessus. Il y a un mode accéléré que vous enclenchez en appuyant sur L1 plus R1. 80 heures, c'est en faisant tout à la vitesse normale, en faisant toutes les quêtes, en parlant à tous les PNJ. Personnellement, il m'a fallu une 50aine d'heures pour en voir le bout, en faisant quasiment toutes les quêtes et en usant du mode accéléré. 50 heures c'est déjà pas mal, mais c'est plus raisonnable. Et évidemment, si vous êtes du genre à lire tous les dialogues de tous les PNJ, vous pouvez facilement dépasser les 100 heures, ceci étant fréquemment remis à jour. Crazy in the Sky First Chapter est disponible en physique sur Switch et PlayStation 5, il est également disponible sur PC et Switch 2, avec une mise à jour qui ne coûte qu'1 € si vous avez acheté la version physique Switch. Il y a eu des couacs au moment de la sortie, l'éditeur Gun Go Online n'avait pas prévu le succès. En même temps, il faut dire que les précédents épisodes n'ont pas aussi bien fonctionné. Là, First Chapter a été aidé non seulement par sa version française, mais également la démo qui avait été mise en ligne avant sa sortie, ce qui est très encourageant pour la suite, et je ne doute pas que le remake de la suite aura lui aussi le droit à une version française. Bref, passons aux différences entre le remake et l'original. Je me doute bien que si vous n'avez pas fait la version originale, cette partie de la vidéo risque de moins vous intéresser. Quoique, peut-être par curiosité. Bien entendu, le remake modifie l'original à tous les niveaux, mais pas chaque niveau au même degré. Donc j'ai décidé de diviser cette partie en 3, le scénario, l'exploration et les combats. Concernant le scénario, ça va être vite vu. Celui-ci est exactement le même que dans la version originale. Concernant la trame principale, rien n'a été ajouté, rien n'a été enlevé, voilà. Bon, bah partie suivante alors. Néanmoins, Ah, je me disais aussi. si le scénario est le même, la mise en scène a été entièrement revue. Les scènes sont refaites. Certaines scènes pourront être plus courtes, d'autres plus longues, et quelques quêtes annexes ont été ajoutées. Et on gagne quelques très jolies scènes d'action, et surtout on ne voit pas la différence entre les cinématiques et la partie gameplay. Certains jeux sont coutumiers du fait. Prenez la plupart des Final Fantasy, vous avez un niveau de détail quand les personnages sont en gros plan, et un autre niveau bien moins détaillé quand on passe sur un plan d'ensemble. Ici ça n'est pas le cas, et c'est là la bonne idée d'avoir choisi un rendu animé pour le style graphique, ça n'a que des avantages. Pour ça, et pour le reste, on doit dire merci au Falcom Developer Kit, ou FDK, le moteur maison qu'utilise Falcom depuis Trace to Daybreak. Avant cela, depuis Trace of Cold Steel, il se reposait sur le Fire Engine de Sony, un moteur compatible avec la Switch et le PC, mais ça reste un moteur Sony. Le fait d'avoir un moteur maison, ça simplifie la donne, et autant jusqu'alors les développements étaient pensés avec la PlayStation 4 ou 5 en tête, et Falcom se débrouillait comme il pouvait avec les autres machines, autant à partir de maintenant,
Avec des outils maison, ils ont tout ce qu'il faut entre les mains pour maîtriser d'un bout à l'autre le processus de création. Et le fait que le développement prenne en compte la Switch dès le début, ça ne veut pas dire qu'il laisse à désirer techniquement. C'est un moteur qui a été prévu pour ce genre de situation. Falcom n'a jamais visé le photoréalisme. Ce moteur lui permettra de proposer une expérience équivalente sur toutes les machines. On espère néanmoins qu'ils vont quand même viser la Switch 2 plutôt que la Switch à terme, hein. Outre la mise en scène, l'attrait de ce remake passe par un souci du détail incroyable. Les reflets du décor dans les armures des personnages, les éclairages et l'ambiance générale qui changent en fonction de l'heure. Non pas qu'il y ait une horloge dans le jeu, mais simplement que certaines scènes se passent de jour, d'autres au coucher du soleil ou en pleine nuit. On a aussi les mimiques des personnages, surtout Estelle qui est incroyablement expressive. On me dira que les petits portraits des personnages de la version PlayStation Portable avaient leur charme, certes, mais ici les expressions se voient sur les personnages, donc c'est plus vivant. Je peux entendre par contre qu'il y a une certaine répétitivité dans les PNJ. D'une ville à l'autre, on va facilement y croiser des doublons. Falcom fait ce qu'il peut, mais ça reste un petit studio. À côté de ça, l'immersion va passer par un doublage quasi intégral. Je dis quasi intégral parce que la vaste majorité des personnages un tant soit peu importants sont doublés. Par contre, ce que fait souvent le développeur, c'est qu'il n'enregistre pas toutes les phrases des personnages importants. Quand le personnage est introduit, ses dialogues sont doublés, histoire de lui donner une couleur. Donc il y a beaucoup de scènes moins importantes où un PNJ que l'on rencontre est doublé, mais Estelle et Joshua qui sont présents ne le sont pas. Personnellement, ça ne me choque pas. Et tant que je suis à parler de l'audio, parlons de la musique. Vous avez ici le choix entre 3 versions. Standard qui correspond à la réorchestration faite pour cette version, original donc les musiques de la version PlayStation Portable, et arrangé qui correspond aux musiques de Trails in the Sky FC Evolution, le remaster qui était sorti en 2015 sur Vita. Pour le coup, je suis un peu en désaccord avec l'avis général. Je n'ai pas apprécié les orchestrations réalisées pour cette version, et j'ai fait la quasi-intégralité de l'aventure avec les musiques de la version Evo, qui se fait souvent défoncer sur internet. Concernant les nouvelles versions des musiques, elles ont été retravaillées par Hayato Sonoda, Shuntaro Koguchi en interne et Yukihiro Jindo et Mitsuo Singa en externe. Fort heureusement pour nous, Singa ne s'occupe que d'un seul morceau, le générique de fin. De ce que j'en ai lu, Singa commence à être un peu moins présent chez Falcom, donc croisons les doigts pour que ça continue comme ça. Jindo, mon chouchou, bosse uniquement sur 4 morceaux, dont les 3 variations du thème d'Olivier, mais au moins on le retrouve sur l'incroyable thème du donjon de fin, donc tout va bien. Pour le reste, autant tous les morceaux qui étaient signés à Hayato Sonoda sont retravaillés par lui-même, et ceux-là sont très bien. Autant tout ce qui avait été composé originellement par Wataru Ishibashi a été ici retouché par Shuntaro Koguchi, un compositeur qui bosse chez Falcom depuis peu et qu'on a surtout entendu sur Is 10. J'ai du mal avec le travail de Koguchi ici, j'ai l'impression qu'il a voulu utiliser des instruments très nets, très percutants, là où justement la BO de Trails in the Sky est relativement douce. Ce sont souvent des mélodies dont les notes coulent dans les oreilles. Quand je parle de musique douce, vous vous doutez bien que je parle pas des musiques des combats ou des donjons. Encore que la musique des combats façon jazz, ça reste un choix intéressant. Mais non, je parle des musiques des villes, de la map, tout ce qu'on entend majoritairement durant l'aventure. J'ai donc préféré la BO issue de Trails in the Sky FC Evo, arrangée par Toshiharu Okajima et Yukihiro Jindo, que je trouve beaucoup plus agréable sur le long terme. Je vous mets quelques extraits pour que vous vous en rendiez compte, et vous me donnerez votre avis sur la musique en commentaire.
Et la censure, on en parle? Vite fait, parce que j'ai commencé à me pencher dessus, mais la censure c'est un trou sans fond vu que les gens sont intarissables sur le sujet, et ça a généralement tendance à m'énerver. Est-ce qu'il y a vraiment de la censure? J'ai vu 3 choses. La première, c'est une légère réécriture de certaines phrases en japonais, notamment étant donné que les dialogues sont à présent parlés pour fluidifier la narration. Vous me direz que ça peut être une excuse pour expliquer une pseudo-censure, chacun se fera son avis. Maintenant, quand on a un gamin qui dit à Estelle dans l'original « pas mal pour une fille » et que ça devient dans le remake « pas mal pour une débutante », on peut en discuter. Le terme est différent, mais le sens est le même. Ça reste un enfant qui se moque d'une ado plus vieille que lui, et ça reste une phrase sur des milliers, des dizaines de milliers que compte First Chapter. La seconde, c'est la traduction qui a été refaite à partir de zéro. Dans le cas présent, c'est plus quelque chose qu'on retrouve sur des forums anglais ou américains, puisque Trace in the Sky n'a jamais été traduit officiellement en français. Et j'insiste bien sur officiellement, il y a quelques mois, on avait eu le droit à une fantrad française par le groupe Le Liberal News. Là, c'est toujours un problème de traduction contre adaptation, et si Exceed a toujours mis du cœur à l'ouvrage quand il traduisait un jeu, le travail d'adaptation était toujours assez marqué. Or, ici, la volonté était plus de coller aux dialogues originaux japonais. En quel cas, je pense pas qu'on puisse vraiment parler de censure. Le dernier point, j'avoue qu'il m'a bien fait marrer, mais j'ai vu des gens se plaindre que les designs de certains personnages avaient été retouchés, comme c'est le cas ici avec Karna. Regardez, ils ont osé ajouter plus de tissu que le design original. Oui, mais alors, voilà à quoi ressemblait Karna in-game dans la version originale, et voilà à quoi ressemble Karna in-game dans le remake. Vous trouvez vraiment qu'on a perdu au change? Oui. Ok, bon bah allez, la suite. Ah, l'exploration, il ne fallait pas qu'il se loupe, c'est quand même au centre de l'expérience. Trace in the Sky, c'est un grand road trip à travers tout le pays, il fallait qu'on le ressente, il fallait qu'on sente la grandeur et qu'on ait l'impression de crapahuter à droite à gauche. Est-ce qu'au final on a véritablement la sensation réelle de traverser une nation à l'échelle humaine? Non, évidemment que non, mais en même temps c'est pas souhaitable. Je veux dire, The Elder Scrolls Arena a tenté l'expérience avec ses 15 millions de km², et au final c'était très chiant. Mais il n'empêche qu'ici l'échelle est plus grande qu'avant. Les zones que l'on traverse pour passer d'une ville à l'autre sont larges et vivantes. Et quand je dis vivantes, ce sont des ennemis qui vous attendent, mais quand même. Le monde semble beaucoup plus crédible, notamment parce qu'il n'y a plus de temps de chargement quand on passe d'une ville à une zone ouverte. Il y a des temps de chargement, ça va sans dire, et ceux-ci sont illustrés avec les sprites des personnages de la version originale. Mais dans l'ensemble, on a un sentiment de continuité. On n'est pas sur un monde ouvert, chaque région de Liberl étant séparée les unes des autres, mais on s'en rapproche. Au niveau de la qualité de vie, la carte a été rendue beaucoup plus lisible que précédemment. En fonction des épisodes, il était nécessaire d'équiper des quartz. Des quoi? J'y viens après. Il était nécessaire d'équiper des quartz, disais-je, pour voir les ennemis ou les coffres sur la carte. À présent, tout est accessible d'un simple coup d'œil. Les gens qui aiment se perdre et tout fouiller de fond en comble y trouveront peut-être à redire. À titre personnel, et c'est quelque chose qui va revenir plusieurs fois, malgré tous les ajouts de qualité de vie, on reste sur une aventure qui est très longue. Donc ça ne me gêne pas du tout d'avoir directement accès à ces informations. Comprenez bien que ce n'est pas « si je n'ai pas cette information, je vais aller chercher », c'est « si je n'ai pas cette information, je vais passer à côté ». Concernant la carte, un autre ajout qui est appréciable, et encore que c'est un ajout par rapport à la version originale, mais c'était quelque chose qu'on retrouvait déjà dans les derniers opus de la série des Trace, ce sont des indications relatives à la quête principale et aux quêtes annexes. Pour être précis, vous allez avoir des losanges, autrement dit des indications de 3 couleurs sur la carte. Des rouges, des vertes... Et des pas mûrs. La ferme. Non, des bleus. J'allais le dire. Je dis des rouges, mais c'est une rouge, puisque ça correspond à la quête principale, des vertes qui vous indiquent où se trouvent les différentes quêtes annexes, et une bleue qui pop une fois de temps en temps et qui correspond à un PNJ que vous pouvez aller voir et qui vous offrira un roman. Il y a toujours dans les Traces des séries de romans que vous allez pouvoir récupérer et qui vous donneront des informations sur un personnage que vous croiserez ou dont vous entendrez parler dans un futur épisode. Enfin, un dernier point que je mentionnerai, c'est la présence de déplacements rapides. Il vous suffit d'afficher la carte, d'appuyer sur une touche, et vous vous retrouvez avec un menu qui vous indique quels sont les lieux dans lesquels vous pouvez vous rendre. Et ça n'est pas juste, par exemple, vous déplacer en ville, c'est aller au centre-ville, dans n'importe quelle boutique, la guilde, l'église, l'hôtel et j'en passe. Si vous avez fait un personnage récent, vous connaissez. Oh, et un ajout qui est tout con mais qui est tellement pratique,
Votre équipe est changeante, vous avez des compagnons qui viennent, puis qui partent, puis qui reviennent, et leurs quartz ne seront plus forcément à jour. Et vous avez une option toute bête, mais pourtant indispensable, qui vous permet de remplacer les quartz équipés par les mêmes quartz, mais en version plus puissante. Tout d'un coup, pour un personnage. Il manque encore une option dans les boutiques pour vous dire combien de quartz de tel type vous avez équipé, parce que lorsqu'au gré du scénario, les quartz de niveau 3 apparaissent chez les marchands, ça serait pratique de savoir combien de quartz de niveau 2 sont déjà utilisés afin de savoir quoi acheter. Dans Trails in the Sky, qui n'a pas beaucoup de personnages, ça n'est pas trop gênant, mais pour les arcs suivants, Cold Steel en particulier, où le roster est assez conséquent, ça serait quand même bien pratique. Il est temps de s'attaquer aux gros morceaux. Comment ça, gros morceau? Ah bah oui, les combats et tout ce qui s'y rattache, c'est quand même là que le gameplay a été le plus remanié. Comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas une cassure nette avec le reste de la série. Au contraire, la maniabilité de First Chapter est la continuité de l'évolution des Trails depuis 20 ans. Et c'est un truc que j'apprécie. Heureusement, le système des Trails est un de ceux que je préfère. Et de la même manière que le scénario se poursuit du premier au dernier épisode, Falcom a fait le choix de garder la même base et de l'améliorer à chaque opus en ce qui concerne la prise en main. On est plus proche dans l'idée de Fire Emblem, Shin Megami Tensei... Dragon Quest! Oui, Dragon Quest aussi. Et pas comme des Final Fantasy qui réinventent la roue à chaque nouvel opus. Donc on garde ici la base mise en place dans Trace ou Daybreak, qui était une évolution de ce qui avait été fait précédemment, et le titre propose un gameplay mélangeant tour par tour et temps réel. Très vite, puisque j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans une précédente vidéo, à la base c'est un RPG au tour par tour, c'est là que c'est le plus profond en termes de technique, de compétences, de force et de faiblesse. Par contre vous avez une surcouche temps réel qui s'ajoute et uniquement pour les mobs de base, et non pas pour les combats de boss qui eux se font toujours au tour par tour. En temps réel vous pouvez donner des coups simples, ce qui va remplir une jauge qui va vous permettre de faire des attaques puissantes. Vous pouvez également esquiver, et d'une pression d'une touche, vous passez au tour par tour. Vous avez le choix, vous pouvez faire tous les combats de mobs en temps réel, ou en tour par tour, ou vous pouvez entamer les ennemis en temps réel, jusqu'à ce qu'ils soient dans les vapes, puis passer en tour par tour, et démarrer avec des avantages. Et c'est, pour moi, la meilleure façon de mélanger le tour par tour et le temps réel. Il n'y a pas un seul autre jeu sorti cette année qui mélange tour par tour et temps réel, qui ait réussi à me proposer une expérience qui me plaise autant. Oui, vous savez de quel jeu je parle. Quand vous êtes en tour par tour, vous avez 3 jauges à surveiller. Vos points de vie, vos points d'énergie, ce qui permet de faire de la magie, et vos points de technique qui permettent de faire des attaques spéciales. Ça, on l'a depuis le début de la série, ça ne bouge pas. D'ailleurs, les techniques de chaque personnage sont les mêmes que dans l'original, même s'il y a pu y avoir quelques légères modifications, notamment sur les effets des compétences. Le but ici, c'est de gagner des avantages en combat en assommant les ennemis. Chacun a une jauge d'endurance et quand celle-ci est à 100%, l'adversaire est sonné et ne peut plus agir pendant un tour. Et toutes les attaques que vous lui ferez seront des critiques, ce qui vous permet d'enchaîner des attaques groupées. Vous avez une jauge qui se remplit à chaque attaque et qui possède 5 niveaux. Si celle-ci n'est pas assez remplie, en cas de critique, vous ne pourrez faire qu'une simple attaque suivie, autrement dit, un autre personnage frappe le même ennemi. En échange de 3 niveaux, vous pouvez faire une attaque de zone qui touche plusieurs ennemis. Enfin, contre la totalité des 5 niveaux, vos 4 personnages vont pouvoir agir et faire des dégâts à tous les ennemis. D'ailleurs, au bout d'un moment, cette jauge sera mise à contribution dans la partie temps réel pour vous permettre de faire des dégâts supplémentaires. First Chapter a l'intelligence de ne pas tout vous balancer dès le début, mais d'y aller petit à petit. Quelques petites nouveautés de cet opus, ou des modifications d'éléments déjà existants, vous avez en haut à gauche une indication sur l'ordre des personnages à venir. À côté de certains visages peuvent se trouver des petites icônes qui sont autant de bonus potentiels. Récupérer des points de vie, d'énergie, gagner plus de CP en fin de combat, et surtout ne pas dépenser de points de magie et pouvoir utiliser une magie directement. Dans les précédents épisodes, en jouant sur l'ordre des tours, par exemple en utilisant une compétence qui fait agir un personnage directement ou en repoussant le tour de l'adversaire, on pouvait voler ses bonus à l'ennemi en prenant sa place dans la liste. Ici c'est différent, ce sont les compétences que vous allez utiliser ou par exemple le fait de faire un critique ou une attaque groupée qui va vous permettre de repiquer les bonus aux monstres. Et j'adore ce côté tactique de la série, on peut martyriser les ennemis sans qu'ils aient le temps de rien faire. Un autre ajout qui est assez opaque par contre, c'est la présence d'une aura et d'un overdrive. De temps en temps, vos personnages vont être entourés d'une aura, et il suffira de laisser appuyer sur une touche pour déclencher un overdrive pour le personnage correspondant.
L'overdrive vous guérit de tous les malus que vous étiez en train de subir, et ça donne une augmentation aux statistiques du personnage qui l'a déclenché. Par contre, et j'ai fouillé un peu partout sur internet sans succès, il n'y a pas d'informations précises sur comment déclencher ces auras. Les auras, c'est pas dans Zelda? Tais-toi! A priori, elle ne se déclenche pas si un personnage ne fait que se défendre, donc c'est plus lié à l'attaque mais sans qu'il semble y avoir un élément particulier qui soit déterminant. Bien entendu, c'est le genre de choses à garder face au boss puisque vos personnages en overdrive vont avoir tendance à enchaîner les attaques critiques, donc balancez des attaques de groupe à la suite, ce qui vous permettra de renvoyer les boss pleurer dans les jupons de leur mère. Et parce que ça ne suffisait pas, vos personnages bénéficient également de compétences de soutien qui vont permettre, comme le nom l'indique, de se filer des coups de main de manière automatique. Ça pourra être enchaîner une attaque bonus sur un ennemi qui est sur le point de mourir, servir de bouclier et prendre moins de dégâts, soigner un personnage, voire même remettre sur pied un compagnon qui vient de perdre tous ses points de vie. Je vais être honnête, tous ces éléments de gameplay donnent au jeu un dynamisme incroyable. Vous faites une attaque, un autre personnage tape. Vous faites un critique, ça vous permet d'enchaîner sur une attaque de groupe. L'ennemi est sur le point de faire une magie qui va vous mettre à mal, mais non, vous le stoppez net au dernier moment. J'adore ce gameplay. Surtout que vous avez la possibilité, d'une part d'appuyer sur L1 et R1 pour passer en mode turbo, ce qui va doubler la vitesse. Vous pourrez appuyer sur Start pour zapper les animations des techniques spéciales et des magies. Vos personnages ont genre 4-5 techniques spéciales et 2 super techniques. Donc elles sont jolies à regarder, mais au bout d'un moment, vous en avez marre de les voir. Et en plus, si vous avez plus de 5 niveaux que les ennemis que vous affrontez, les dégâts qu'ils subissent sont doublés. Trails in the Sky First Chapter est un plaisir à prendre en main. C'est une des expériences de combat les plus fun et jouissives que je connaisse. Mais... Oui. Mais je pense que les combats sont le point sur lesquels les fans de la première heure ne se retrouveront pas forcément. Et j'insiste bien sur pas forcément, parce qu'ayant fait tous les opus dans l'ordre de sortie, je pense que le gameplay de First Chapter est le meilleur de la série. Mais il n'empêche qu'en abandonnant la vue sous forme de grille pour une zone de combat sur laquelle on peut bouger librement, et avec tous les éléments de gameplay ajoutés, on passe d'un jeu profondément tactique et modérément fun à un jeu profondément fun et modérément tactique. D'une manière générale, l'original était d'ailleurs beaucoup plus difficile que le remake. Certes, Trails in the Sky était mon premier Trails et inéluctablement je ne maîtrisais pas le gameplay aussi bien qu'aujourd'hui. Des petits trucs tout cons comme arriver devant un boss ou un ennemi plus fort que les autres avec tous mes personnages ayant leur point de technique au maximum, prêt à balancer mes meilleures techniques spéciales, c'est un réflexe que je n'avais pas forcément. Mais je suis bien obligé de reconnaître que First Chapter est relativement facile. Je parle en difficulté normale. Surtout une fois qu'on maîtrise bien les différents éléments de gameplay. Je vous le dis franchement, j'aurais pas à m'occuper de la chaîne, je pense que je serais passé en difficile. Peut-être pas en nightmare, mais au moins en difficile. Là, j'ai parlé des combats, mais je n'en ai pas fini avec le gameplay. Il faut que je vous parle des quartz, et là aussi, il y a eu du changement par rapport à la version originale. J'ai déjà eu l'occasion de le dire sur la chaîne, j'aime beaucoup le système des quartz dans la trilogie Liberl. Rapidement, à la fin de chaque combat, vous gagnez des épices, une espèce de poudre magique. De la poudre magique? Non, c'est peut-être pas le meilleur terme, ça peut porter à confusion. On va dire des fragments de cristaux magiques, 4 élémentaires, vent, eau, feu, terre, et 3 supérieurs, temps, cosmos et illusion. Vous allez pouvoir les amener à une boutique qui va pouvoir les changer en quartz. C'est l'équivalent des Materia, mais dans la série des Trails. Et vous allez pouvoir les mettre dans vos orbements. Chaque quartz a un effet, plus 10% de points de vie, plus 10% de défense, augmenter l'attaque pendant 4 tours quand on est sur le point de mourir, et une valeur, un élément de feu, 3 éléments d'eau, et certains vont combiner plusieurs éléments. Un bouclier d'émeraude donne 2 vents et 2 cosmos. Et vous débloquez des magies en fonction de votre total d'éléments. Ça n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau par contre, c'est que la panoplie des quartz à votre disposition a été largement augmentée par rapport à la version originale. On passe de 56 quartz dans la version originale à 84 dans le remake, même si chaque orbement ne garde que 6 emplacements disponibles. Cette nouvelle version reprend des précédents épisodes la possibilité de customiser les quartz d'une part, mais les équipements également. Pour les quartz, ça ne servira qu'à la toute fin d'aventure, quand il est possible d'avoir accès aux versions 3+. Par exemple, vous prenez 3 actions 3, et vous en faites un action 3+. Action 3 augmente votre vitesse de 30%, Action 3 plus de 40%, et ça n'a l'air de rien, mais quand vous avez un personnage qui est déjà rapide de base, comme Joshua, vous lui mettez quelques équipements qui boostent sa vitesse, un Action 3 plus, et vous en faites une véritable machine de guerre qui enchaîne les attaques et qui empêche les ennemis de poser le pied sur le sol. Pour les équipements, par contre, ce sera plus régulier.
Vous allez pouvoir acheter dans chaque nouvelle ville des armes, armures et chaussures que vous allez pouvoir améliorer, ce qui va booster votre défense et votre attaque. Mais ce qui est très cool, c'est que vous pouvez également booster vos accessoires, sachant que vous pouvez en équiper 2 par personnage et que ceux-ci permettent d'augmenter votre esquive, votre attaque physique, votre attaque magique et j'en passe. En cumulant les accessoires et les bons quartz, ça vous permet de spécialiser vos personnages. Le premier opus de la série était très pauvre de ce côté-là et la remise au goût du jour est vraiment appréciable. Et là, je crois que j'ai fait le tour des ajouts du remake, je vais pouvoir passer à mon avis. Je ne saurais pas vraiment dire si Trails in the Sky First Chapter est le jeu de l'année, le Game of the Year, le GOTY. La concurrence est rude, mais ce que je peux dire sans sourciller, c'est que c'est mon Remake of the Year. Tu veux dire que c'est ton rôti? Oui. C'est loin d'être la première fois que Falcom se lance dans un remake de l'une de ses anciennes créations. Pour Ys et Ys 2 sortis en 1987 et 1988, on avait eu Ys Eternal en 1998. Pour Ys 3 sorti en 1989, The Austin Falgana en 2005. Pour Ys 4 en 1993, on a eu Memories of Celceta en 2012. Et c'est quand ils veulent pour un remake du 5? Ouais. Je vais être honnête, mais avec ce remake qui garde le scénario original sans toucher à quoi que ce soit, et qui modifie tout le reste en y apportant une énorme dose de modernité, Falcom nous propose avec ce Trails in the Sky First Chapter, ce que beaucoup d'entre nous aurions souhaité que Square fasse avec Final Fantasy VII. Je ne dis pas que Final Fantasy VII Remake est mauvais, loin de là, mais garder le fond en remettant la forme au goût du jour, c'était amplement suffisant. D'ailleurs, même avec Final Fantasy VII Ever Crisis, qui se voulait plus proche de l'original, mais passé à la moulinette du jeu mobile, ça ne fonctionne pas non plus. On vous l'a dit, il faut écouter les fans enfin! Mais ça n'est pas le sujet de la vidéo. Il y a des choses qui ne changent pas. J'avais adoré Trails in the Sky quand je l'avais découvert en 2020, je l'adore toujours autant dans cette version remise au goût du jour. Peut-être même plus encore, puisqu'avec cette réinvention graphique, l'aventure est sublimée. Je vous ai dit un peu plus tôt, je ne saurais pas vraiment dire si Trails in the Sky First Chapter est le jeu de l'année, mais en vrai, si. À titre perso, Trails in the Sky First Chapter, c'est mon jeu préféré de 2025. J'ai pris du plaisir du début à la fin de l'aventure. Mais je ne suis pas non plus en train de vous dire qu'il est parfait, simplement il n'y a rien qui m'a déçu là-dedans. Donc tout le monde doit le faire et va l'aimer? Pas forcément. Tout le monde doit le faire, oui, mais est-ce que tout le monde va l'aimer? Et je ne sais pas. En termes de narration, ça me parle, mais le rythme est très lent. Il est verbeux, mais pas inutilement verbeux. 100% des dialogues ne vont pas faire avancer l'intrigue, mais à l'inverse, les personnages ne vont pas être en train de vous répéter en boucle des informations que vous connaissez déjà. Je suis un peu plus partagé avec les PNJ, il y a différents niveaux d'intérêt. Il y a le PNJ avec lequel tu interagis pendant une quête annexe ou la quête principale, tu reviens le voir, tu vois qu'il évolue, c'est cool. Il y en a d'autres qui sont moins intéressants. Tu rentres dans un café, tu vois quelqu'un à table, tu vas taper la discute, le gars te dit « J'ai eu une journée fatigante ». Là, tu te dis que tu vas pas forcément revenir le voir. Mais il y en a quand même pour tous les goûts. Je veux dire, il y a 456 PNJ dans le jeu, donc vous allez bien en trouver un avec lequel vous aurez quelques atomes crochus. Mon conseil avec les PNJ, c'est essayer de leur parler, et si ça vous saoule, concentrez-vous sur le scénario principal. Et j'ai eu l'occasion de vous parler en long, en large et en travers de tout le bien que je pense du gameplay de ce Trails in the Sky First Chapter, mais ça n'est même pas ce qui me fait l'aimer. Le gros point fort des Trails, c'est leur univers, leur scénario et leurs personnages. Et j'ai envie de parler un peu de tout ça avant de conclure cette vidéo, donc je préfère vous prévenir, je vais faire une présentation des personnages que l'on va croiser, ou qui vont rejoindre notre équipe, et va y avoir du spoil. Mais moi, je reste tranquille. Si vous n'avez pas encore fait Trails in the Sky et que vous comptez le faire, eh bien, allez le faire et revenez voir la suite de la vidéo. Allez hop, le Trails, on est parti. Je vais commencer en parlant du binôme principal, Estelle et Joshua. Et oui, je parle des deux ensemble. Estelle est l'héroïne, mais avec Joshua, ils se répondent. L'évolution de l'un ne va pas sans l'évolution de l'autre. Trails in the Sky, c'est évidemment une quête initiatique, un passage à l'âge adulte avec une héroïne comme personnage principal. Ça n'est clairement pas le premier RPG japonais à proposer une aventure centrée sur une héroïne. Phantasy Star, Parasitive, Persona 2 et j'en passe l'avaient fait avant. Mais ça reste quand même quelque chose de relativement rare. Et puis surtout, la série des Trails est une série qui met en avant son scénario et les personnages sont développés comme rarement des personnages de RPG l'ont été. Je ne dis pas que ce sont les seuls, je dis juste qu'on est dans le haut du panier. Estelle est donc une héroïne avec un caractère bien trempé, un garçon manqué qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui a du répondant, tandis que Joshua est un garçon calme et réfléchi, qui lève rarement la voix. Et autant Estelle est très expressive, autant on ne voit même pas Joshua s'énerver. Par contre, au moment où on décèle la moindre menace dans sa voix,
on sait qu'il est sérieux et qu'il vaut mieux pas le chercher. D'ailleurs, cet effet de miroir dans leur personnalité n'est pas anodin. Dans un premier temps, il avait été envisagé que le personnage principal soit un garçon et son acolyte une fille. Donc Falcom a inversé Estelle et Joshua tout en gardant des traits que l'on attribue plus facilement à l'autre sexe, parce que c'était plus intéressant comme ça. Road trip oblige, les héros vont croiser des personnages hauts en couleur durant leur tribulation. L'aventure commence en terre inconnue avec Cassius, le père, et Scheherazade, presque une mère de substitution. Une ancienne élève de Cassius qui s'occupe des deux jeunes. Le terme mère de substitution est un peu exagéré, mais on sait qu'Estelle a perdu sa mère très jeune, lors de la guerre de 100 jours, un ancien conflit qui est central au scénario de Trace in the Sky. Scheherazade, jeune combattante à la pommade, qui a fait autrefois partie d'une troupe de cirque, elle fait penser à Jean de Lunar 2 qui avait le même archétype, et de manière plus étendue, c'est le trope de la grande sœur expérimentée qui sera là pour aider les héros et pour leur apprendre la vie. Alors, apprendre la vie, ça pourrait être titiller Joshua en lui proposant d'aller boire un verre, tout ça pour rendre jalouse Estelle. Et avant de revenir à nos deux héros, je suis obligé de mentionner un autre personnage, celui d'Olivier. Et Olivier, soit vous le considérez comme un des meilleurs personnages du jeu, voire de la série, soit vous le voyez comme méga cringe et vous le détestez. Et c'est avec un personnage comme Olivier qu'on se rend compte qu'il faut mieux faire tous les épisodes dans l'ordre de sortie, parce que si vous l'avez déjà vu dans un arc suivant, eh bien la surprise n'est pas la même en le découvrant dans Trace in the Sky. Je ne rentre pas dans le détail, je veux rien spoiler, mais si vous savez, vous savez. En version japonaise, Olivier est doublé par Takehito Koyasu, un acteur qui a une voix très particulière, mais qui a surtout doublé un bon milliard de personnages dans des animés et des jeux vidéo, comme Oswald dans Re:Zero, Mort dans Metaphor Fantasio, Aokiji dans One Piece, le titan bestial dans Attack on Titan, et évidemment Dio Brando dans JoJo's Bizarre Adventure. 今のは琥珀の愛といってね、本来はオペラに使われる間奏曲でしかないのだけど、そこはそれ。愛と真心でカバー。尽きせぬ愛とともに君たちに送らせてもらうよ。無駄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 。Le personnage se présente comme un épicurien qui se laisse guider, c'est un électron libre, on ne sait jamais à quoi il pense. D'ailleurs il n'est pas du coin puisqu'il vient d'Erebonia, et ce premier opus de Trace in the Sky ne nous dira pas pourquoi il fait le tour de Liberl, allant de rencontre en rencontre, vivant de son art, et se faisant mettre en prison après avoir goûté une bouteille de vin à plusieurs centaines de milliers de miras. Et pourquoi je voulais vous parler de ces deux-là avant de revenir à notre petit couple de héros ? Eh bien parce que si Trace in the Sky est une histoire de passage à l'âge adulte, mais également une histoire d'amour très japonaise avec un couple qui ne s'avoue qu'à demi-mot ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre, il y a aussi une découverte sous-entendue de tout ce qui est lié à la sexualité. Bien entendu, rien n'est dit frontalement, tout est laissé à la sensibilité de chacun. Je suis quand même assez partagé par rapport à ce que j'ai pu lire à droite à gauche sur le net. D'un côté, on a Estelle, notre héroïne pure et innocente qui ne connaît rien aux choses de la vie. On a bien Olivier qui va essayer de balancer une petite phrase comme ça, et il va se faire rembarrer. Et les rencontres que va faire Estelle vont juste la guider et lui permettre de mettre de l'ordre dans ses sentiments. De son côté, même si de prime abord Joshua paraît encore plus pur qu'Estelle, même si on se doute bien qu'il possède une part sombre, c'est lui qui prend le plus cher dans l'aventure. Son côté androgyne a comme conséquence qu'il attire autant le regard des femmes que celui des hommes. Il va même devoir se travestir à plusieurs reprises et ses traits féminins font qu'il se dégage de lui un charme que même Estelle n'arrive pas à égaler. On pourra ne pas apprécier l'attitude d'Olivier à l'égard de Joshua, considérant qu'il drague lourdement un mineur, ce qui serait, dans la vraie vie, évidemment particulièrement problématique. Mais dans le cadre du jeu, je n'arrive même pas à le voir comme tel. Au pire, c'est son côté esthète qui fait qu'il ne voit pas que Joshua est un ado. Simplement, il voit en face de lui quelqu'un qui est beau et c'est la seule chose qui l'attire. Au mieux, il joue de ça. Il a bien compris que les deux ados se voilent la face et c'est une façon de les pousser dans leur retranchement pour les faire réagir. Voire même, parce que pour l'heure, on ne connaît pas ses véritables motivations, tout ceci est un acte afin de pousser Joshua à faire un faux pas et obtenir les informations qu'il recherche. Bref, que ce soit sérieux ou non, avec une intention cachée ou non, concrètement, tout se fait avec beaucoup d'humour, et pour ça, le jeu est très japonais, et dans la relation entre Joshua et Olivier, il y a quelque chose de très débridé. Tu as vraiment osé la faire, celle-là ? Pour les autres personnages, je ne vais pas insister dessus, non pas qu'il n'y ait rien à dire, simplement je les trouve plus classiques.
Le personnage de Chloé est très intéressant, même si un peu en retrait, mais elle a un rôle central à la fin de l'aventure. Je n'avais jamais percuté, ou je n'avais pas souvenir en tout cas, que son nom japonais est Closé. Pour le coup, Chloé, ça passe mieux. Dans les deux cas, que ce soit la version japonaise ou la version française, l'explication de l'origine de son nom est la même. C'est un diminutif de son nom complet, Claudia von Auslese. Donc Closé pour les japonais, Chloé pour les occidentaux, ça paraît un peu poussif. Je disais rôle central à la fin de l'aventure pour ce qu'elle représente, à savoir la petite fille de la reine, mais rôle tout aussi important durant l'une des scènes principales du milieu du scénario, la scène de la pièce de théâtre. C'est là que le jeu tisse des liens avec l'animation japonaise, voire la culture japonaise, puisque des représentations théâtrales en tant que point d'orgue d'un festival culturel, c'est un grand classique. Ça et les concerts de musique. Le personnage de Chloé a un côté ambivalent, parce que si on sent qu'elle commence à en pincer pour Joshua, un peu comme Josette, Joshua ce tombeur. En même temps, on peut se demander s'il n'y a pas une certaine attirance de Chloé envers Estelle. On peut simplement les voir comme de bonnes amies, mais on peut se poser la question. ユリウス、それはこちらのセリフだ。だがどうやら未だ迷いがあるようだな。どうしたオスカー、お前の剣はそんなものか。帝国を退けた武君はその程度のものだったの。 Là où, pour le moment, il n'y a par contre aucune ambiguïté, c'est avec les personnages de Tita et Agaté. Tita est super importante comme personnage, c'est la petite fille d'Albert Russell, le sosie gentil d'Eiichi Mishima de Tekken, disciple du professeur Epstein, qui n'a pas forcément le nom le plus facile à porter, et qui est responsable de tout le confort moderne dont dispose l'intégralité du continent où se déroule la série, ce qui n'est pas rien. Agaté de son côté c'est un égide, c'est comme pour Chloé et Closé, je pensais qu'en japonais il s'appelait Agaté, mais non j'ai découvert qu'il s'appelait Agato, ce qui est un nom qui donne faim. Et comme je vais toujours appeler Agaté, je continue à l'appeler Agaté. Et la relation entre les deux personnages est très mignonne, et si vous voyez ça autrement qu'une relation grand frère petite sœur d'adoption, c'est que vous avez des problèmes. Pour le moment, tout va bien, mais il faudrait pas qu'il nous fasse une relation à la Céline Dion à l'avenir. Et accessoirement, j'aime beaucoup le personnage de Tita, parce qu'on est là encore sur cet archétype du personnage tout chétif qui cache une grosse bourrine. Mais bon, ça vient de son amour des machines. Pour le reste, elle est également touchante dans sa relation avec Estelle et Joshua, qu'elle considère comme son grand frère et sa grande sœur. Non mais en même temps, Tita, c'est la mascotte de Trace in the Sky, hein. Il n'y avait pas Michi à l'époque. Et je vais finir le casting avec le dernier membre, à savoir Zin, un combattant venu de Calvard, ce qui permet à la plupart des nations qui vont être développées dans les arcs suivants d'avoir un représentant. Zin est peut-être le personnage le moins développé de l'épisode, mais il reste intriguant. C'est un égide exceptionnel, ce qui fait qu'en tant que mentor, il permettra à Estelle et Joshua d'avancer dans leur mission. Par contre, le personnage a quelque chose de presque enfantin, puisqu'il est très mal à l'aise avec les femmes. À la différence d'autres personnages, Zin n'est d'aucune utilité dans la relation personnelle qui unit les deux héros. Et je pourrais trouver d'autres choses à dire, je n'ai même pas mentionné les antagonistes, mais j'avais envie de dire 2-3 mots au sujet des personnages. 2-3 mots, tu parles? Je vais m'arrêter là, j'en ai fini avec la série de Trace pour 2025. Non, tu n'as pas parlé de East vs Trace in the Sky. Ouais, c'est vrai. Mais on va très rapidement continuer dès l'an prochain avec Trace Beyond the Horizon en janvier et Trace in the Sky Second Chapter en septembre prochain. Quoi? Encore des Trails? Eh oui, on est loin d'en avoir fini avec la série, pour mon plus grand plaisir, et le vôtre aussi je le souhaite. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses peut-être. Si vous avez fait ce remake et que celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, jouez bien à des Trails ou à autre chose. Je veux bien participer à tes vidéos, mais j'aimerais bien qu'à l'avenir, mes répliques soient un petit peu plus variées. Alors oui, je sais, mais là ça s'y prêtait bien.
Alors, instant auto-promo, vous aimez les RPG japonais mais vous avez du mal à suivre l'actualité? Je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que tous les derniers lundis du mois, je fais un journal du JRPG. Je reviens sur les annonces des jeux qui sortent en Occident, qui sortent au Japon, qui sortent sur smartphone. Je fais un récapitulatif mensuel de toutes les sorties en Occident et puis même un petit point sur les goodies, en particulier les figurines. Je suis certain que vous trouverez votre bonheur.